un S à sport. Bonjour à tous, bonjour amis sportifs. Et oui, c'est le retour de Avec un S à sport, la meilleure émission 100% sport de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est reparti pour une nouvelle saison. Et aujourd'hui, nous avons un invité de marque, Yannick Flavien, conseiller du président du Clermont Foot 63. Bonjour Yannick. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Avec plaisir. Bon, super. Et puis, nous avons les deux chroniqueurs titulaires. Antoine Lafont qui revient de la Vuelta, je crois, c'est ça, non? Salut à tous. Non, malheureusement. Au bord de la mer, non? Au bord de la mer, oui. Les vacances ont fait du bien, mais très content de revenir sur le plateau avec toute l'équipe. Bon, génial. Et puis, Maxime Secalo, qui lui a perdu son amitié avec Véronique Rabiot, mais ça, c'est pas très grave parce qu'il a gardé le sourire. C'est joli, Biarritz, hein? Ouais, écoute, petite vacances sur la côte basque, avec tous les temps possibles, imaginables, une canicule, des seaux d'eau, voilà, le Pays basque comme on l'aime, Fabrice. Bon, ben génial. Pas trop déçu qu'Adrien Rabiot, parce que bon, tout le monde sait que tu es supporter de l'OM. C'est quand même un fiasco un peu ça, non? C'est vrai, tu le dévoiles comme ça, là, tout de suite, d'entrée. Bah écoute, il faut. Écoute, c'est malheureusement aussi un peu les aléas là, des dernières semaines de mercato. Je pense que peut-être cette altercation en plein milieu de saison, les conséquences n'auraient pas été les mêmes. Écoute, il a trouvé une belle porte de sortie avec le Milan AC. Et je pense que l'OM a quand même de belles armes pour passer cette saison en haut du classement. Pour finir deuxième du championnat de France. Ouais. Bon, allez, faut bien que je les taquine un peu. Yannick, donc tout le monde attend de savoir si le Clermont Foot 63 va remonter en Ligue 1. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je l'attends également. Et j'ai pas la réponse, malheureusement. On l'espère tous, bien évidemment, en essayant de mettre en place le maximum d'éléments pour arriver à être le plus compétitif possible tout au long de la saison. Ça, c'est l'objectif, dans un environnement qui est mouvant, qui évolue de manière assez régulière sur différents aspects. Donc on a l'objectif de construire une équipe qui nous permette déjà de ne pas revivre la saison dernière. Ça, c'est le premier élément. Qu'est-ce qui s'est passé la saison dernière? On va dire que c'est un ensemble de choses. Il n'y a pas une responsabilité claire. Bien évidemment, en tant que dirigeant, on est responsable de tout. Faut être assez clair sur le sujet. Ouais, mais enfin, c'est pas un dirigeant qui rate la cage à 5 mètres, quoi. Non, mais on choisit les hommes. On choisit les hommes, quand je dis les hommes, c'est le staff, ce sont les joueurs. Et c'est à nous d'animer un petit peu le tout. Donc, au bout du compte, les chefs d'entreprise sont toujours responsables de ce qui se passe au sein de leur entreprise. Bien évidemment, il y a des choses différentes qui auraient pu se passer, mais à un moment donné, on doit être amené à prendre des décisions. On l'a fait la saison dernière. C'était pas du tout dans les habitudes du club, notamment de se séparer de certains entraîneurs dans le courant de saison. On ne fait jamais de gaieté de cœur. Mais on a pensé que c'était nécessaire pour pouvoir atteindre l'objectif finalement qui était de se maintenir, et on a dû passer par les barrages. Alors ça nous sert un peu cette saison, notamment dès le début de saison. On a vu les joueurs arriver dès le début de la préparation en nous expliquant qu'ils ne voulaient pas revivre ça. Donc ça a créé aussi une forme de, je ne vais pas dire d'osmose, mais un état d'esprit et une solidarité qu'on avait un petit peu moins vu la saison dernière. Donc c'est un élément qui est aussi structurant pour la saison qui arrive. Mais c'est bien d'assumer ses responsabilités, bravo à tous les dirigeants qui n'assument pas les leurs. Et Yannick Flavien du Clermont Foot 63 assume ses responsabilités. Une question, mes amis chroniqueurs. Allez, la première de la saison. Bon, savoir c'est quoi l'objectif du Clermont Foot à court, moyen terme? Maintenant qu'on a goûté à la Ligue 1, c'est vrai qu'on en a parlé, on a tous envie d'y retourner un jour. On aimerait bien la Ligue Europa, peut-être. Bon, déjà, soyons pas trop gourmands, la Ligue 1, ça serait bien. Mais est-ce que là, c'est de construire sur l'avenir ou une montée à Ligue 1 sur 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. Oui, alors c'est toujours difficile de fixer des objectifs clairs, déterminés. On sait qu'on est monté en Ligue 1, par exemple, avec à l'époque le 11e budget de Ligue 2. Donc on a quand même surperformé en ayant toutes les planètes alignées et puis en s'appuyant aussi sur Pascal Gassien à l'époque et l'ensemble du groupe. On sait que d'autres équipes aussi avaient des budgets nettement plus élevés, ont mis des années avant de remonter en Ligue 1. Donc il faut faire preuve d'humilité, je pense, quand on fixe les objectifs. On sait aussi que c'est très concurrentiel. Il y a beaucoup de clubs qui ont vu leur actionnariat évoluer et on se retrouve aussi avec une bonne douzaine de clubs de Ligue 1 qui sont des clubs aujourd'hui qui ont peu de chances, sauf catastrophe industrielle, de redescendre en Ligue 2. On prend un club comme Strasbourg aussi, dont l'actionnariat a évolué. Donc ça laisse une petite partie de clubs dans le bas de tableau de Ligue 1 qui aura vocation à naviguer avec le haut de tableau de Ligue 2. Donc d'être dans ce groupe d'une dizaine de clubs, ça c'est l'objectif quand même, qui peut être capable d'aller en Ligue 1, mais qui risque d'être aussi à un moment donné en danger pour des raisons financières, et puis de s'ancrer sur le long terme en s'appuyant aussi sur le nouveau stade qui arrive, sur le centre de performance qu'on a mis en place, sur le centre de formation. Donc ce sont des étapes qui sont à passer au fur et à mesure.
Après, je te laisse la parole, Maxime. C'est un peu aussi le but de faire jouer les joueurs qui sont formés au Clermont Foot et peut-être s'appuyer plus sur la formation, comme Giroud l'avait fait à une époque, par exemple. Oui, c'est ça, le centre de formation, il est jeune à l'échelle du foot, puisqu'il a 8 ans désormais, le centre de formation qui a été créé avec l'ASM, rugby. Donc, l'objectif pour nous, c'était d'amener le plus en plus de joueurs issus, alors à la fois de Clermont, mais plus généralement du centre de formation, vers le groupe professionnel. On se rend compte que tout doucement, ça arrive, mais pour avoir des générations suivies, ça met aussi du temps, nécessairement. Alors, on a triplé le budget depuis notre arrivée sur le centre de formation, et on a une génération qui arrive là notamment, qui est celle qui avait atteint la finale de la Coupe Gambardella, donc la génération des années 2005 et 2006, qui arrive tout doucement, qui pointe le bout de son nez, comme Ilan Fakili, comme Ibrahim Koulibaly, qui nous a aussi aidé en fin de saison dernière pour nous maintenir, comme Julien Astic qui a pris quelques minutes dernièrement notamment, il y a Mathis Donavin, il y en a encore d'autres, donc on commence à avoir des générations suivies qui peuvent nous apporter une plus-value. Ça, c'est le sens de l'histoire qu'on essaye de mettre en place depuis quelques années. Maxime ? Ouais, Yannick, tu parlais d'émulation du groupe suite justement à ce barrage où en fait le club a quand même eu chaud et ne pas descendre et qui là aurait compromis aussi de belles perspectives sportives. Est-ce que avec le passage en Ligue 1, le nouveau stade qui va arriver bientôt à fin de construction d'une première phase, est-ce que le club justement a peut-être changé de visage et pour le mercato notamment, est-ce que c'est des choses qui pèsent dans la balance et les joueurs voient en Clermont Foot aussi une possibilité de remonter en Ligue 1, d'avoir des infrastructures beaucoup plus professionnalisantes avec le nouveau centre de formation et de centre d'entraînement aussi. Qu'est-ce que tu penses là-dessus ? Tout à fait. On va dire que sur le mercato, il faut pouvoir être attrayant pour les joueurs. Alors, il y a plusieurs façons d'être attrayant. Tout le monde pense bien évidemment à l'aspect financier. Ça fait partie, mais ce n'est pas la seule donnée. On l'avait déjà connu à l'époque avec l'ancien coach, où l'idée de pouvoir rejoindre un projet de jeu qui peut correspondre aussi au profil de certains joueurs, c'était assez important. On a la chance, entre-temps, d'avoir fait évoluer les infrastructures avec ce centre de performance qui est arrivé, qui est aujourd'hui un centre de performance de niveau Ligue 1, tout simplement. Pourquoi ? Parce que j'ai souvent tendance à comparer un téléphone et un ordinateur portable à une pelouse. C'est l'outil de travail des joueurs. Donc la qualité de la pelouse, la qualité des entraînements, le projet de jeu du coach et du staff sont des éléments qui sont aussi importants dans le choix d'un joueur pour pouvoir nous rejoindre. Donc on essaye de se battre avec nos armes financières, on essaye d'avoir aussi quelques éléments supplémentaires pour pouvoir arriver à séduire les joueurs et les fidéliser également. L'outil de travail, le centre de performance, c'est aussi un outil de fidélisation pour nos joueurs. Est-ce qu'il y a une petite attente aussi sur ce stade parce que tout le processus va être totalement remis en cause avec les vestiaires qui vont changer d'endroit. Enfin, vraiment, ça va être une métamorphose complète. Est-ce que ça, les joueurs aussi, je pense qu'ils doivent avoir hâte de pouvoir étreiner ce nouveau stade ? Oui, alors les joueurs sont impatients. Les joueurs, on va dire historiques, qui sont là depuis quelques années, sont impatients. Ils ont vu le club s'est développé. C'est une étape vraiment importante. Ils sont impatients à la fois de basculer dans la nouvelle tribune pour tout ce qui concerne les vestiaires, les zones mixtes, etc., la salle de presse. Donc tout va basculer de ce côté-là, mais ils sont aussi impatients d'avoir un stade qui ait 4 tribunes. La première année de Ligue 1 et la seconde également, on a bénéficié aussi de cette petite tribune de 3000 places qui était très proche du terrain, qui donnait une ambiance assez particulière. Et j'en ai encore reparlé cette semaine avec un joueur qui, entre-temps, était prêté dans un club et est revenu chez nous cette saison et qui me disait c'était top cette ambiance-là, la proximité, on sentait que ça poussait, que ça mettait la pression sur les adversaires, voire parfois sur le juge de touche. Et c'est vrai que ça manque un petit peu. Donc quand on regarde depuis la tribune principale un match, il n'y a pas vraiment d'interaction avec la tribune en face qui est vide. Donc on attend et forcément avec impatience cet outil-là qui va nous permettre de passer encore une étape dans notre développement. Ok, et donc il reste 1 minute. Donc au niveau là tu parlais des armes financières, les droits télé là c'est un peu compliqué en ce moment, non ? Oui, les droits télé c'est une problématique majeure puisque la Ligue aujourd'hui a pris la décision de commercialiser, de produire elle-même sa chaîne de télévision, n'ayant pas trouvé d'accord avec des diffuseurs. Ce qui veut dire qu'on part un petit peu à l'aventure financièrement et en tout cas les droits télé qui étaient depuis très longtemps des montants qui sont garantis en début de saison. Il n'y a rien de garanti pour le moment. Donc, la seule chose qui est garantie, c'est à peu près 600 000 €, nous a-t-on dit, sur des droits qui, en Ligue 2, atteignaient, il y a encore 2 ans, entre 4 millions et 4,5 millions d'euros. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Ça nécessite de modifier, mais pas que pour le Clermont Foot, bien évidemment, l'ensemble des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, de modifier sensiblement la masse salariale et les équilibres économiques de manière plus globale
du fonctionnement des clubs. De retour sur le Goss FM, toujours en compagnie de Yannick Flavien, le conseiller du président du Clermont Foot 63, avec Antoine et puis Maxime. Donc on parlait des droits télé tout à l'heure, avec ce gros écart. Est-ce que, par exemple, des clubs qui ont moins de budget que le Clermont Foot vont vraiment en souffrir? Est-ce que, je pense à Martigues notamment, qui a descendu, bon Martigues c'est autre chose parce qu'il y avait des problèmes financiers, mais est-ce que cette année, par exemple, des équipes en Ligue 1 ou en Ligue 2 qui sont un peu juste au niveau du budget, ça peut les faire descendre financièrement? C'est forcément un petit peu le nerf de la guerre, la partie financière. C'est-à-dire construire un effectif, c'est avoir une certaine masse salariale et en fonction du budget que l'on peut avoir, la masse salariale est plus ou moins importante. Il y a des clubs, si on prend certains clubs très populaires de Ligue 1 par exemple, ou même de Ligue 2, si on prend Saint-Etienne, ouais. Lens, Marseille, ce sont des clubs qui ont les stades qui sont remplis, donc qui ont des revenus aussi financiers, jour de match, qui sont relativement importants. Tout ça, ça participe à un équilibre financier qui permet aussi de renforcer la masse salariale. Donc il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte dans cet élément-là. C'est certain que les clubs qui sont moins dotés financièrement doivent arriver à construire un effectif le plus cohérent possible. Mais l'avantage du football, c'est qu'on se retrouve assez régulièrement avec des surprises. Ce que l'on voit dans le foot, on le voit moins dans beaucoup d'autres sports collectifs. Quand on a une équipe de 4e niveau qui va battre une Ligue 1 en Coupe de France, par exemple, ça n'existe quasiment pas dans les autres sports collectifs, finalement. Parce que le foot a cette possibilité-là d'arriver, en créant un collectif, à renverser parfois un peu des montagnes sur un match, mais parfois sur une saison. On peut se rappeler de Rodez, pas la saison passée, mais la saison précédente, qui s'est retrouvée dans les 5 premiers. Et si on regarde en termes de budget, ils étaient loin de ce classement-là, finalement. Donc chaque année, on peut se retrouver soit avec des clubs qui ont des budgets un peu plus élevés, on en faisait partie la saison dernière, d'être dans le bas de classement, quand est descendu avec un budget important finalement, et puis d'autres clubs qui se retrouvent plutôt dans le haut de classement avec des budgets un peu moins élevés. Donc c'est un élément, mais on sait aussi qu'on est capable d'exister avec des budgets un peu moins élevés que les autres. D'accord. C'est ce qui a fait Clermont Ligue 1. 19e budget, je crois, et on finit 8e. Je crois que c'était la meilleure différence positive en Europe, budget et classement, cette année-là. Et 2 victoires de plus, c'était l'Europa League. Je crois que la 7e était un peu loin. Mais bon, on va pas non plus... Tu battais l'AS Roma en finale, ça aurait été génial. Bah déjà, t'as battu battu le PSG et l'OM chez eux, donc c'est quand même aussi... Le dernier match que Messi a joué en Europe, il l'a perdu contre le Clermont Foot 63, au Parc des Princes. 4-3 en plus. Hein. 3-2. 3-2, ouais. 3-2. Ouais. Non, mais on n'a pas la même culture. Enfin, c'est pas grave, t'inquiète pas. D'accord. Non, ne joue pas à ça, Fabrice. Non, je rigole. Mes amis, une question? Eh ben, par rapport, on discutait justement là de stimulation au sein du groupe. Est-ce que la remontée du club est prévue pour cette année? Tu avais dit que tu avais du mal à le prévoir forcément. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux justement rester peut-être dans les premiers acteurs de la Ligue 2 pendant peut-être une saison de plus pour justement refaire un effectif conquérant et arriver en Ligue 1 avec de grosses ambitions ou des belles ambitions en tout cas? Oui, alors avec la saison dernière qu'on a vécue, c'est certain qu'aujourd'hui, se dire on vise la montée, ça paraît quand même un petit peu ambitieux, un petit peu trop, même si bien évidemment on ne s'interdit rien. Ce qu'il faut, c'est surtout débuter la saison de la meilleure façon possible, d'arriver à créer quelque chose au sein du groupe, avec le staff également. Et puis, on a souvent l'habitude de dire prendre les matchs les uns après les autres, mais c'est un petit peu ça, c'est d'arriver à construire un effectif, un projet de jeu, de retrouver de la sérénité. Je pense que c'est le cas depuis le début de saison au sein du club, et c'est ça qui va permettre, pour moi, d'obtenir des résultats. Yannick, excuse-moi, je te coupe, c'était une évidence, Mazera Proman? Au moment où ça s'est fait, oui, mais toujours aujourd'hui, c'est-à-dire la prolongation. D'accord. C'est un bon choix finalement, parce que le Clermont Foot s'est maintenu, et là, ils font un bon début de saison. Oui, aujourd'hui, avec le maintien, c'était l'objectif initial qui avait été fixé. Pour cette saison-ci, l'idée était de pouvoir avoir quelqu'un, Sébastien Mazera, mais Grégory Proman également qui est présent, qui connaît bien le projet de jeu global du club, ce projet de possession qu'on met en place, et qui aussi a la culture du club. C'est quelqu'un qui a le sang rouge et bleu, et ça c'est important aussi parce que dans les moments difficiles aussi, ce sont des facteurs qui comptent de manière globale. Et puis Sébastien, on l'avait nommé directeur du centre à l'époque, donc il y a aussi une relation de confiance Bien sûr. qui est importante au quotidien. Simplement, on peut se dire les choses sans filtre. Ça c'est important pour pouvoir faire avancer le club. Ok, une question Antoine
C'est bon. Ok. Est-ce qu'on a parlé de la Ligue 3? Je me souviens plus. Non. Non, alors on va en parler. Est-ce que, à ton avis, Yannick, la Ligue 3 est déjà condamnée? Parce que quand on écoute parler justement de ces droits télé, Ligue 1, même Nasser inquiet, alors c'est pour vous dire, hein, Nasser inquiet, il a au moins un livret A, lui, je pense. Mais si la Ligue 1 et la Ligue 2 sont inquiètes, comment la Ligue 3 peut exister? Je me pose la question. Après, la National 1 existe déjà. Hein. Ouais, mais si la Ligue 3... C'est une poule unique qui a à peu près le même... Ça va devenir professionnel encore plus, je pense. Toi, ce concept de national, en National 1, t'es pro, quoi. Les mecs, je pense qu'il y a personne qui a un boulot à côté. Ouais, mais quasi. Je me trompe peut-être, mais déjà en National 2, la plupart, c'est ça. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que la Fédération française de football veut cette Ligue 3 justement pour vraiment officialiser le professionnalisme dans cette division-là. Et est-ce qu'elle n'est pas déjà condamnée? Est-ce que... Le nerf de la guerre, ça sera, je pense, on en parlait tout à l'heure, mais aussi les droits médiatiques et les droits télé, parce qu'en fait, ça joue beaucoup. Si jamais qui va diffuser cette Ligue 3, on voit déjà qu'il y a un peu de mal à aussi avoir un diffuseur. Ouais, ça, c'est vrai. Si les gens ne s'intéressent pas à la Ligue 1, avec tout le respect que j'ai pour la Ligue 3 et les clubs qui la composent, ouais, bien sûr. Ils ne vont pas les s'abonner. Hein. Mais est-ce que, par exemple, à ton avis, Yannick, il va y avoir des chefs d'entreprise qui vont être intéressés par cette Ligue 3? Alors, il y en a déjà un certain nombre. La Ligue 3, aujourd'hui, le national, l'idée de la Ligue 3, c'est une bonne idée, je trouve, pour arriver à coordonner, en fait, finalement, cette division-là. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec un certain nombre de clubs qui sont finalement descendus au national, puisque la Ligue 1 est passée à 18 clubs au lieu de 20, la Ligue 2 est passée à 18 clubs au lieu de 20, ce qui fait mécaniquement 4 clubs qui sont descendus en national. Et donc on se retrouve avec une Ligue 3 qui est assez compétitive. Alors l'année dernière, il y avait, enfin pas une Ligue 3, mais un national à l'heure actuelle. J'anticipe un peu. On est sur des équipes, l'année dernière, il y a Nancy et Le Mans qui sont montés, qui sont quand même des clubs historiques qui ont fait beaucoup d'années en Ligue 1. Là, on a encore des clubs comme Valenciennes, comme Sochaux, comme Dijon notamment, qui sont présents. Et on a un mix, c'est-à-dire qu'on a des clubs qui ont un statut pro, les clubs qui sont descendus, qui sont passés par la Ligue 2, détenaient leur statut pro encore pendant 2 ans, et d'autres clubs qui n'ont pas de statut pro. Et en fait, on se retrouve avec des contrats différents en fonction des joueurs, même si, comme le disait Antoine, clairement, en national, les joueurs, même s'ils n'ont pas un contrat pro, ils sont dédiés au football, ils s'entraînent le matin habituellement, etc. Sauf vraiment des exceptions, mais c'est très, très clairement à la marge. Et donc l'idée de coordonner un petit peu et d'uniformiser cette ligue, elle est intéressante. Maintenant, on revient au nerf de la guerre. Qu'est-ce qui va se passer au niveau financier pour cette Ligue 3? Est-ce que tous les clubs seront en capacité de pouvoir bénéficier de revenus suffisants pour en vivre? En sachant qu'il y a un autre point qui est important, c'est-à-dire qu'un club de Ligue 2 qui descendait en national. J'expliquais qu'au bout de 2 ans, il perdait le statut pro. Alors c'est un peu moins vrai maintenant, il y a des exceptions, mais en perdant le statut pro, vous perdez l'agrément du centre de formation. C'est-à-dire que tous les joueurs que vous avez sous contrat sur votre centre de formation, ils sont libres et les autres clubs peuvent venir se servir. Et donc ça, c'était aussi une problématique majeure de ce championnat national. Donc il y a un certain nombre de joueurs qui sont passés, des joueurs importants. Si on prend Ribéry, il est passé par le national notamment, avant de rebondir, etc. Donc c'est un championnat qui est assez intéressant. Un certain nombre de joueurs passent par cette division-là, qui ne sont pas gardés des fois dans les centres de formation pour des raisons diverses et variées. Et puis 2, 3, 4 ans après, on les voit et ils ressortent. Pierre Lesmenou en fait partie. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés aussi par cette division. Donc c'est une division qui est intéressante. Mais comment arriver à la structurer avec les problématiques de droit télé qui aujourd'hui, ne serait-ce que sur la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est compliqué. Et puis comme vous le disiez justement, on peut, on va dire, envisager que les droits télé purement pour cette Ligue 3 soient tout à fait réduits, puisqu'on a déjà des difficultés à trouver un diffuseur pour la Ligue 1. C'est certain que ça va être difficile de commercialiser la Ligue 3 tout de même, hormis pour les supporters d'un certain nombre de clubs. Il faut faire un multiplex. C'est ça, exactement. C'est la seule chose qui marcherait, pardon. Ouais, alors sinon, il y a les... À son échelle, mais... Sur une chaîne YouTube. Ouais, c'est ça, il y a une nouvelle génération. On a bien vu les Grands Prix et les GP Explorer sur Twitch, sur des chaînes comme ça, où il y a aussi des crowdfunding, campagnes crowdfunding. Ouais, mais là, c'est des influenceurs, c'est pas pareil. Hein. Ouais, mais est-ce que justement, ça serait pas le sujet de mettre dans la boucle, à la place de journalistes, des youtubeurs, des gens influents pour les jeunes, qui pourraient peut-être permettre aussi de... Faut aller le vendre, le Paris Atlético contre Concarneau, quoi, aussi. Je veux dire, c'est pas le même produit, hein. Ouais, pourtant Concarneau est une belle équipe, hein, attention. Écoute, là, je te laisse la main. C'est un ancien pensionnaire de Ligue 2, Concarneau. Ils ont cru qu'ils allaient gagner au stade Geoffroy-Guichard, mais en fait... Ils sont vraiment en National 1 en plus, je crois, oui. Ouais. Bon. Non, mais trêve de plaisanterie, ouais, c'est sûr qu'il y a des belles équipes. Après, c'est vrai que la retransmission, ça va être compliqué. Il y a beaucoup d'équipes historiques, comme ça vient d'être dit, Sochaux notamment. Caen qui vient de descendre aussi, quand même, une belle équipe. Mais... Ouais. T'aimes le président, toi, de Caen? Enfin, l'actionnaire majoritaire. Ouais, pardon. Trêve de plaisanterie. J'ai hâte de voir sa tête le soir du Ballon d'Or.
Ouais, c'est vrai que ça va être terrible. De retour sur le Goss FM pour la troisième partie d'Avec un S à Sport, toujours en compagnie de Yannick Flavien et de ses réponses très pragmatiques et qui nous donnent beaucoup de clarté sur le Clermont Foot. Antoine, toujours présent, qui va nous dire encore que la SM va se qualifier dans les 6. Et Maxime Secalo, qui lui a toujours le sourire, et ça c'est bien, malgré la victoire du Stade Toulousain. Alors je vais vous laisser parler Antoine et Maxime, après je demanderai l'avis de Yannick sur le Stade Toulousain. Mais avant, je voudrais quand même dire que le Stade Toulousain, hier, était privé de Kinghorn, Capozzo, Jack Willis, Malia, Choco Barres, Movaca, Marchand, Colombe, Teddy Thomas, et ils vont récupérer Antoine Dupont en novembre. Si je dis ça, Clermont a fait un très bon match. Je le dis pas souvent, mais Clermont a fait un très bon match, notamment au début à 8-0. Moi je me suis dit, tiens, gros début de match. Ouais. Grosse pression d'entrée. Mais le Stade Toulousain, c'est bien de les prendre maintenant, parce qu'ils ont commencé leur préparation le 11 août. On a vu dans le jeu, c'est Hugo Mola qui le dit, on perd des ballons, on fait des mauvais choix. Tu les prends dans 3 mois au complet. Ils viennent prendre le bonus offensif chez toi, je pense. Ah bah oui, et puis c'est... Alors Urios a peut-être raison quand il dit qu'on les regarde trop jouer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, puis en fait, la moindre erreur avec le Stade Toulousain, c'est pas y cache. Tu fais les mêmes erreurs contre d'autres clubs, sans les citer, parce qu'on sait très bien que le top 14 c'est un championnat extrêmement relevé et qu'il n'y a pas de petits matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Mais pour le coup, je pense que le Stade Toulousain est l'Union Bordeaux-Bègles l'année précédente, cette saison et peut-être l'année à venir. En fait, c'est les deux épouvantails et ogres du championnat. Et le moindre ballon échappé ou voilà, les moindres incursions dans le camp non converties, soit par une pénalité, soit par des points en essai, et ça se paye cash. On l'a bien vu sur un plaquage manqué de, je crois que c'est Barnabé Massa sur Anthony Gelonge qui perd fort la défense. Et c'est un plaquage manqué. C'est pas normal ça. Oui, c'est pas normal. C'est pas normal, mais sur d'autres équipes, t'as peut-être pas un troisième ligne qui va courir 40 mètres, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, là, c'est un des vice-capitaines ou en tout cas joueur majeur du 15 de France. C'était le capitaine hier, je crois. Non, du 15 de France. Mais de Toulouse. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, c'est vraiment la moindre erreur, comme j'ai dit, ça se paye vraiment cash et on l'a vu encore hier soir. Ouais, Antoine. Ouais, la SM a bien joué, mais qu'est-ce que tu veux faire contre Toulouse ? Après, oui, on aurait pu au moins prendre un point. C'est vrai que c'est embêtant de commencer la saison par une défaite. Après, j'ai envie de te dire que l'année dernière, on prend 0 points contre eux, je crois. Donc, ça ne nous a pas empêché de terminer dans les 6. Ouais. Et au moins, c'est fait. Je sais pas si j'ai pas écouté l'objectif annoncé cette année du club. L'objectif, c'est le top 6, c'est faire mieux que le barrage. Peut-être c'est un barrage à domicile, peut-être. Oui, donc c'est être dans les 4. Quoi. Ouais, dans les 4. Après, là, tu vas à La Rochelle la semaine prochaine, faut pas se rater non plus. Tu commences avec 2 défaites et 0 pions, mentalement. Et tu reçois Pau qui a gagné à Castres 17-15. Ouais, il gagne à Castres, comme on disait hier, c'est pas facile. Mais de toute façon, c'est facile nulle part d'aller gagner dans ce top 14. Mais hier, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire ? Parce qu'en première mi-temps, on voit que la SM a du mal à sortir de son camp. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire ? Ils vont chercher Plummer, qui est néo-zélandais, qui a 60 mètres dans la jambe droite. Pourquoi ils n'utilisent pas, au lieu de Jono qui tape ses chandelles, là, moi je veux bien, mais... Ils l'ont utilisé, moi je t'avoue que ça m'a rassuré, il y a quelques au moins points positifs. On a vu Harry Plummer qui claque une pénalité de 48-49 mètres, il me semble. Ouais, j'ai vu. Chose que ça faisait pas mal de saisons. Ils ont eu du mal à sortir du camp. Jono, il trouve une touche à un moment, elle est magnifique. Ouais, elle est belle par contre. Elle est 5 mètres, qui amène l'essai de Barnabé Massa d'ailleurs. Mais honnêtement, déjà d'avoir un 10, alors moi j'ai quand même un peu peur, on est souvent pas épargné par les blessures à la SM, on le voit d'ailleurs même personne derrière. Ouais, voilà, avec Georges Moala qui est blessé pour ce début de saison, qui est un joueur majeur de l'effectif. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Antoine, Harry Plummer, c'est un très bon joueur, on a vu grosse capacité de plaquage, un joueur vraiment pour moi complet. Le problème, on va juste pas espérer qu'il n'y ait pas une mésaventure durant la saison. Parce qu'après, finir la saison avec Iraï Simonet qui peut dépanner en 10. Et donc voilà, après, on a. Ah, mais c'est du rafistolage, ça. Maxime, pardon, c'est du rafistolage. C'est pour ça que. On a misé sur ce joueur qui, honnêtement, on est en reconstruction. Était comparé au Barrett, etc. Donc c'est quand même quelqu'un qui a du niveau, qui a du ballon. Comme on dit. Mais si jamais, effectivement, il y a un petit accident. En cours de saison, la saison 10, ça va être compliqué. On reconstruit petit à petit. Voilà, c'est ça. L'année dernière, c'était les premières pierres et on va y arriver. Antoine ferait un très bon président de club. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est des cycles. Toulouse,
pendant l'hégémonie entre guillemets de Clermont et de Toulon, ils étaient présents, mais on les voyait pas non plus en finale. Oui, c'est sûr. Non, mais ce qu'il y a, c'est voilà, il faut pas oublier que Bordeaux, ça fait 2-3 ans qu'ils ont explosé. Il y a une époque La Rochelle, c'est des cycles. À part quand, comme Paris en foot, tu dépenses des millions tous les étés, mais en rugby, il y a pas ça. Il y a eu Toulon, mais c'est l'ambition, moi, que je trouve. C'est le manque d'ambition à la SM, je trouve. Toulon annonce 5e l'année dernière. Et qu'est-ce que tu veux faire plus ils ont pas fait une belle saison l'année dernière, tout le monde le dit. Oui, mais tu retiens les titres. Bol de finir 5e. On avait le plus beau jeu d'Europe entre 2010 et 2015, on prend 0 titre. Et ben, qu'est-ce qui je s'est préfère passé mal jouer et être champion. Bon, tu vas me dire, on joue mal et on n'est pas champion. Mais bon, on est 5e. Ouais. De toute façon, t'es jamais content avec l'ASM, donc. Ben, c'est vrai, parce que je me dis que ce club est. J'ai tellement connu les années de l'ASM. Non, mais quand je vois ce stade et l'ambiance hier, c'est vrai que je me dis. Les époques folles, 2010 à 2020, hein, on les a tous connus. C'est sûr que retrouver un guichet fermé depuis, ça fait quelques saisons, c'était facile d'avoir une place au Marcel Michelin. Là, depuis la saison dernière, on a enchaîné les guichets fermés. Là encore, même Toulouse, hein. Il y a une semaine, tu pouvais prendre des places. Hein. C'est ça. Et Toulouse. Yannick, t'en penses quoi de tout ça ? Je te vois écouter sagement. Non, moi je supporte l'ASM. J'y vais régulièrement dès que je peux. J'y étais hier soir. Par contre, en termes de culture rugby, je serais incapable de pouvoir échanger avec vous sur les sujets purement techniques. Parce que pour être assez clair, j'ai grandi dans une région du Nord-Est où le rugby est très peu présent. Ouais, c'est vrai. J'ai pas tout cet aspect technique. Donc j'écoute beaucoup, j'essaye d'apprendre, mais j'ai un gros retard, faut être clair. C'est quoi les relations que vous avez, le Clermont Foot et l'ASM ? Bon, il y a très bonne relation. Alors après, c'est vrai qu'on est pris au quotidien. Enfin, je pense que ce soit Benoît Vaz notamment, avec qui j'échange de temps en temps, on est pris par notre quotidien. Ce qui fait que on se voit assez peu, mais dès qu'on a besoin l'un de l'autre, on échange ou on s'envoie des messages par période difficile. Vous avez le centre de formation partagé aussi qui. On a le centre de formation partagé. Même si aujourd'hui, le centre de formation partagé, qui est présent depuis 8 ans, on va dire que ça tourne. Il y a un fonctionnement qui est déjà établi, donc c'est assez rare qu'on soit amené à travailler sur des sujets communs. Je sais que pour côtoyer quelques joueurs qui étaient auparavant en espoir, ça crée aussi, je trouve, une émulation qui est assez chouette entre les jeunes de l'ASM, les jeunes du Clermont Foot. Ça crée une espèce de cohésion autour du territoire qui est quand même pas mal. On voit des fois des joueurs de rugby qui vont au Michelin, des joueurs de rugby qui vont au Montpied et l'inverse aussi. Donc, c'est assez régulier. On m'a d'ailleurs demandé des places en dernière minute pour le match hier soir. J'ai dit qu'il faut aussi prendre un petit peu plus tôt à l'avance quand même. Le premier match de la saison est Toulouse. Mais oui, il y a des échanges aussi. Ça nous est arrivé, alors ça c'était moins le cas sur l'année dernière, mais des échanges entre les coachs pour parler de sujets de gestion de groupe notamment, puis simplement de sport de manière générale. Donc oui, il y a des connexions. On aimerait bien qu'elles soient un peu plus régulières, mais en fait, quand on est pris dans le quotidien, il y a énormément de choses à faire. On prend peut-être pas suffisamment de temps pour échanger. Puis on a vu que le foot réussissait bien au Michelin avec le Espali PSG. C'est vrai. La seule équipe qui a fait trembler. La seule équipe. Espali qui a fait trembler le PSG. On va sauter du coq sur la Ducati ou la Yamaha, peu importe. Donc le champion du monde, là par contre, c'est très clair. Ce sera Marc Marquez. Moi qui suis pas bon en pronostic, là, cette fois, je prends pas de risque. Je crois qu'il peut même arrêter d'aller au Grand Prix. C'est fait. Il peut prendre peut-être un Solex parce que. Ouais, un vélo. Son frère l'a battu quand même. Ouais, peut-être. Non, mais oui. Après, mais je pense qu'il laisse à un moment donné, il voit qu'il ne force pas. Quoi. Je pense que c'est un genre de champion qui, même si c'est son frère, il ne laissera pas gagner. Mais c'est fou, hein. C'est fou. T'en penses quoi, Yannick, toi, de l'archi-domination de Marc Marquez ? Il revient à un niveau qui était le sien il y a quelques années. Ouais. Alors, la blessure, c'est un petit peu ça. Et finalement, il est assez nettement au-dessus. Il n'y a que son frère qui arrive occasionnellement à essayer de le mettre en difficulté. On l'a vu ce week-end, mais il a retrouvé le niveau qui était le sien auparavant. Il n'y a pas vraiment de concurrence, ou alors de manière épisodique, suivant les... Comment tu expliques cette différence avec Bagnaia ? Ils ont la même moto. C'est difficile à dire. Il le ridiculise. Bagnaia, il fait une saison mais catastrophique. Il était 21e là. Il finit 8e, je crois. Il le ridiculise. C'est l'humiliation, honnêtement. Fabrice, sans faire des ponts et des passerelles, mais regarde Red Bull avec Verstappen et Perez. Mais Bagnaia, il est double champion du monde. Sergio Perez, évidemment, il conduit mieux que moi, mais il a jamais été champion du monde d'autre. Bagnaia, il a un sacré CV quand même. Oui. Moi, j'ai battu Sergio Perez. Non, je plaisante. Au Scrabble. Ouais, au Scrabble. Mais sur le sport mécanique quand même. C'était un spécial Scrabble sport mécanique. De retour sur le Gosse FM pour la dernière partie avec Yannick Flavien, conseiller du président du Clermont Foot 63, avec Antoine et Maxime. On va parler Formule 1, mais rapidement.
Parce que Verstappen a quand même gagné le Grand Prix, mais on sent que les McLaren sont dominatrices. Et est-ce que le champion du monde, il faut le chercher parmi les McLaren ou il y a peut-être une surprise avec Verstappen ? Il faut pas qu'il continue à se regarder, hein. Surtout que lui, il n'a pas la pression. Je pense que les deux autres, ils l'ont. Parce qu'en plus, changement de réglementation l'année prochaine, donc ça repart à zéro. Donc c'est peut-être la chance d'une vie pour Piastri ou Norris. Ah oui, ça va va être très très vite en avec les Formule nouveaux 1. constructeurs, etc. C'est vrai que Mais, ça va rebattre mais les je cartes. pense quand même qu'ils vont. Ça sera pour les deux. Un des deux, c'est sûr. Il y a quand même un gros lap et. Pérez qui va être champion du monde sur Cadillac, je pense, l'année prochaine. Non, mais le groupe General Motors, je pense qu'ils viennent pas pour. Non, mais c'est Mais sûr. les pour longues visiter là, du des pays. années 70, Fabrice, là Ouais, Ok, oui. ils en ont scié un Donc, peu tiens, parce que. un moteur qui dépasse, un Je truc trouve ça peu je trouve ça un peu dommage, par contre, de prendre Pérez et Bottas qui ont déjà fait leur temps. D'en prendre un expérimenté, mais j'aurais plus fait confiance à un jeune. Voilà. Il y a un gars comme Pourchère, et je dis pas ça parce qu'il est français, qui attend. Et ils prennent deux anciens qui ont fait leur temps. Voilà. C'est vrai que Théo Pourchère, il pourrait être en Formule 1 quand même. Ouais, lui donner sa chance. Champion du monde de Formule 2. Je pense que c'est fini pour lui, il est en endurance et tout maintenant, là, ça. Ouais. Je pense que c'est fini. Ouais, Bon, mais et- la Formule 1, c'est le Graal, je pense, pour tout Ça. pilote auto. Hein. Bon, et petit coup de chapeau à Isaac Hadjar, quand même. Par rapport à quoi ? Le plus jeune français à être sur un podium de Ouais. Formule 1. Il aurait fait un podium Ah, avant ouais. Hamilton chez Ferrari. Voilà. Ouais. Et honnêtement, je pense que 2026 chez Red Bull pour Isaac Hadjar, c'est inévitable. Ouais, mais attention, hein, des fois. Oui, normalement oui, mais même cette saison, je pense. Hein. Même cette saison. Ouais. Après, je pense c'est vrai pour que je t'ai lui, demandé par rapport à vaudrait quoi, mieux parce que- qu'il reste là où il est actuellement, qu'il fasse sa saison, qu'il fasse des Ouais. bons résultats, des top 10, etc. Parce qu'on l'a bien vu des fois, des Gasly qui sont propulsés un peu en disant ouais, machin, leader d'Alpine, etc. Et en fait, Il va gagner un Grand Prix, Hadjar. C'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que c'est vrai. Le podium, c'est vrai qu'il faut. Mais il est tellement doué. Je pense qu'il gagnera un Grand Prix il ne assez faut pas rapidement. banaliser. Il vaut ce qu'il vaut actuellement. On va dire qu'il est peut-être plus près de la retraite c'est un 8e titre de champion du monde. Mais quand tu es adoubé par des Lewis Hamilton, etc., c'est des mecs-là, je pense qu'ils se trompent difficilement. Oui, c'est sûr. Ils savent que Isaac Hadjar, avec sa jeunesse, sa fougue, on le voit bien. En plus, en interview, en zone mixte, il est très détendu. Lui, il n'est pas Ouais. en plus très people. Il y a beaucoup de Français, de champions français qui se mettent autour de lui pour l'encourager. Lui, il est très loin de ça et très détaché. Donc je pense que voilà, c'est quelqu'un qui peut aller très loin et qui peut faire briller la France au plus haut sommet de la Formule 1. Bravo, Maxime. Chapeau. On a encore du temps, mais tu vois, cette émission mériterait de s'arrêter là-dessus. Parce que c'est vraiment énorme. Non, j'ai pas Bravo. lâché le micro comme Barack Bravo. Obama encore. Bravo. Je dirais à Véronique Rabiot, il n'y a pas de souci. Ah bah, je vais bien reprendre la communication d'Adrien Rabiot. Parce qu'il y a 2-3 choses à redire peut-être. Sinner, Alcaraz. Alors, est-ce que. Pronostic, c'est la finale de l'Open d'Australie. Ouais. Et c'est du Roland Garros. De Wimbledon et de Et l'US de Open l'année l'Open prochaine. 2026. Alors, bonne question. Tout à l'heure, on fera un débat une autre fois, mais ça peut être déjà l'amorce d'une bonne question. Est-ce que ils sont tellement au-dessus du lot et la concurrence beaucoup moins forte que. Il y a eu le Big Free, maintenant il y a le Big Two. Ouais. Ils sont vraiment au-dessus, mais il y a deux mondes, je pense. Quand tu vois que le meilleur joueur derrière, c'est Djoko à 38 ans, ça vrai fait que quand même c'est- peur. Le tennis est en train de mourir à petit feu, j'ai l'impression. Ouais. Même Ouais. l'engouement, avant, beaucoup de gens me disaient tiens, je vais regarder hier. Personne. Enfin, je trouve que même la presse en parle beaucoup moins. Ouais. Il manquerait oui, plus mais- qu'un Français remporte Roland Garros et puis là, c'est sûr que. Bon, on en est encore loin. Ouais, non, mais ça, c'est vrai. Mais par contre, oui, il y a un match de titans et Alcaraz s'est quand même bien vengé. Qu'est-ce que tu penses, d'ailleurs, ça me fait penser à cette question, Yannick, du sport français en général. Le tennis, c'est quasi. Alors, les hommes reviennent un peu, les filles, c'est Loïs Boisson, numéro 1, qui, depuis sa performance à Roland-Garros, met plus un pied devant l'autre. Qu'est-ce que tu penses du tennis et d'autres sports? Je trouve qu'on n'est pas super à l'aise, quoi. Ouais, ça dépend. Je pense que ce sont des cycles. Moi qui suis bien évidemment plus marqué foot, j'avais connu le cycle étant jeune, à 10 ans. C'était la Coupe du Monde en Italie 90, la Coupe du Monde 94 loupée sur le match novembre 93 de mémoire avec Kosmedinov, contre etc. la Donc, Bulgarie. c'est des choses qui ont marqué. Ouais. Et finalement, pas de Coupe du Monde en 90, pas de Coupe du Monde en 94. Et aujourd'hui, si on se dit la France n'est pas présente à 2 prochaines éditions de Coupe du Monde, ça paraît complètement improbable. C'est sûr. Donc on est dans un cycle qui est plutôt vertueux sur la partie foot, et puis il y a d'autres sports qui sont un petit peu plus en difficulté, c'est très variable. Je pense que on peut voir l'équipe de France aussi de basket qui repart sur un nouveau cycle, nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs un peu plus jeunes. Et la grosse qui se sont désillusion retrouvés, en plus. face Ça s'arrête en 8e de à finale. la Géorgie, c'était, Contre une équipe pas. ouais, Non, mais ils ont équipe fait un qui- pourcentage à 3 points. C'est hallucinant, quoi. Moi, je pense que j'ai ma place en équipe de France de basket. Hein.
Il y a longtemps que j'ai pas joué, mais... Non, mais on le voit, c'est sûr que, tu l'as dit, Yannick, avec l'époque où on avait forcément les Tipeee, Dio, etc., Batum, on avait quand même une grosse équipe et on se disait que c'était minimum à chaque fois finale de championnat du monde, finale olympique au minimum, et sinon c'était une contre-performance. Et avec les US ou l'Espagne qui nous est tremblé. C'est ça. Et là, on voit, en plus, il y a pas mal quand même de joueurs maintenant, les cartes sont rebattues, on a la Grèce avec Antetokounmpo, on a quand même des gros leaders dans des sélections qui étaient... Le sport se mondialise de plus en plus. Ouais, aussi, c'est ça. Ouais, qui était un peu oublié. Ouais, c'est sûr. T'aurais jamais pensé qu'un Luka Doncic porte une sélection presque à lui tout seul. Alors que la Slovénie, normalement, c'est une terre de vélo. Mais... C'est vrai, avec Pogacar, ouais, effectivement. Ah, pas que lui. Hein. Qui d'ailleurs, on attend, nous, Paul Sexas, avec vraiment grande impatience, parce que Gaudieu avait le maillot rouge pour la Vuelta, on a eu Bruno Armirail pour le Tour de France, qui a été pas mal, je trouve, il a animé plein d'étapes. Mais bon, là, c'est pareil, il y a un sacré fossé. Valentin Paré-Peintre, hein. Ventoux, hein. Tu vois, gagne au Ventoux, mais... On parlait de vélo, mais tu vois, je pense pas que la Slovénie soit plus une terre de vélo que la France. Ils ont juste un gars qui est... Et Roglic aussi, 2 gars qui sont au-dessus du lot, un surtout. Voilà, mais je pense que la France, c'est une terre de vélo. Ouais. Comme d'autres sports, mais... On va finir cette émission avec Yannick, bien sûr, c'est notre invité. J'ai une question qui me vient. Est-ce que tu penses que le titre de 98, ce que tu me parlais de 94, mais ce titre de champion du monde, il a changé la face du football français ? Oui, je pense. Forcément pour l'équipe de France de manière générale, mais dans le sport de haut niveau, c'est un petit peu ce côté-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à gagner, ça débloque quelque chose, ça met en place la confiance et pour les générations suivantes, ça montre qu'on a été capable d'y arriver. Je pense que ça s'est passé aussi au basket à une période, parce que je suivais pas mal le basket et ainsi de suite. Donc il y a des matchs qui sont références ou des compétitions qui sont un petit peu références sur lesquelles vont s'appuyer, que ce soit les sélections ou les équipes, au fur et à mesure des années suivantes. Donc c'est des éléments qui sont assez importants. Donc je pense que forcément, au-delà de l'aspect, on va dire, cette Coupe du Monde qui était en France aussi, donc ça a amené une popularité assez incroyable et un certain nombre d'éléments autour du vivre ensemble, etc., qui ont été mis en avant. Mais il y a cet aspect, cette dimension d'être capable de gagner. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu. Alors il y a l'équipe de France en 84, mais ça commence à dater un petit peu. Ouais. Et il y avait eu un gros trou d'une dizaine d'années où finalement on ne participait plus du tout aux compétitions. Et puis on est passé de absent aux 2 dernières Coupes du Monde à une victoire en Coupe du Monde. Et là ensuite on a vu qu'on a réussi à enchaîner plutôt des bonnes performances si on prend sur les 15-20 dernières années. Au basket, Victor Wembanyama, notre Factor X, était absent aussi. Ouais. Donc là, par contre, les franchises NBA, elles ne se posent pas de questions. Hein. Ça veut dire que c'est nous, on te paye, mon petit Victor, entre guillemets, ce qui fait 2m24. Donc tu ne vas pas jouer en sélection, parce qu'on ne veut pas que tu te blesses, que tu te reposes. Voilà. Donc là, il n'y a pas... Donc tu vois, c'est... Parce que je pense qu'aussi, il y a peut-être des contrats, c'est peut-être marqué. C'est pas pareil aux US. Ça a toujours été comme ça. Je vois bien que l'équipe, la Team USA, des fois, il n'y avait pas les Libron et tout, etc. Donc, c'est comme ça là-bas. Yannick, une dernière question, et on attend tous ta réponse. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de bon au Clermont Foot 63 ? Je pense une année sereine, d'avoir du plaisir et de retrouver de plus en plus au fil des matchs de la qualité au stade. Voilà, parce qu'on est avant tout une entreprise de spectacle. Donc c'est important de pouvoir faire venir les gens au stade. Pour les faire venir, il faut qu'ils vivent une expérience sympa. Dans cette expérience-là, il y a notamment le match en lui-même qui doit apporter du piment, des choses assez intéressantes à vivre. Donc c'est un peu cet aspect-là, c'est de reconstruire sur cette base-là, sur cette philosophie de jeu, ce projet de jeu, et puis d'avoir de plus en plus de monde au stade tout simplement. Et puis en fonction des résultats, on verra où ça nous mènera. Mais sérénité et spectacle. Qu'est-ce que tu attends de ce choc contre le meilleur club du monde, l'AS Saint-Étienne ? Ça va être une bonne évaluation pour nous, je pense. Faudrait marquer d'entrée pour voir comment ils peuvent réagir. Oui, alors c'est sûr que plus on marque tôt, mieux c'est, et plus on marque de buts, mieux c'est également. Surtout pas que Saint-Étienne marque en premier en tout cas. T'es un bon coach, Fabrice. Non, mais ce qu'il y a, c'est que ces équipes-là, quand elles mènent après, déjà psychologiquement, ils se sentent plus forts. Et quand tu mènes à 0, ça veut dire que Clermont va se découvrir, et devant, ça va vite. Davitashvili, Cardona, Stassin... Là, t'en prends 4 ou 5, quoi, c'est ce que je veux dire. Ouais, alors ils ont une belle équipe. C'est sûr qu'ils ont débuté la saison, même si tous les résultats n'ont pas été positifs pour eux. Dans le jeu, il y a quand même des choses très intéressantes. Donc ça va être pour nous une évaluation intéressante. À voir à quel niveau on se situe. Et puis face à des équipes comme ça, il y a toujours des moments de temps faible dans un match. Et comment on résiste pendant ces temps faibles-là ? La solidarité, l'état d'esprit, et puis la cohérence, l'intelligence
également de jeu qu'on peut avoir. Ça, c'est important. C'est pour ça que ça va être un match vraiment intéressant. 5 secondes, Maxime. Vraiment. Je vais juste donner un coup de chapeau à Wand de Cournon. Très bien. Qui a gagné en Coupe de France. Contre Célestat, ouais. C'est ça, contre une équipe de Star League. Ouais. Et qui a gagné aussi sur le buzzer, entre guillemets, contre un favori de la Pro League. Contre Créteil, qui descend de D1. Bravo au président Fauché, Lucas Armand, s'il nous écoute. Super, ça c'était très bien. Merci Yannick, en tout cas. Merci à vous. Et puis, on souhaite une bonne rentrée à tout le monde. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en podcast sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. Au revoir, amis sportifs. Avec un S à sport.